Bonjour à tous pour ce nouveau podcast de l'Imaginarium, avec cette fois-ci comme sujet le fantastique, la fantaisie et la SF étudiés à la lumière de la collapsologie. Alors nous avons deux invités aujourd'hui pour nous parler de ce sujet. En premier, nous avons Cyril Camus. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors, tu es professeur d'anglais, passionné par l'horreur et le fantastique. Tu es auteur d'ouvrages de recherche, mais aussi de romans. Et tu as co-dirigé le numéro 63 de la revue Caliban, dont nous allons parler aujourd'hui. Voilà, tu as quelque chose à rajouter? Ça te va? Le numéro qui s'appelle Dynamique de l'effondrement dans le fantastique, la fantasy et la SF. D'accord. Et nous recevons Florent Hébert. Bonjour Florent. Bonjour. Bonjour. Donc tu es professeur d'anglais au lycée Bamana de Madouza, c'est ça? Mamoudzou, À pardon. Mayotte. De Mamoudzou à Mayotte, voilà. Et tu as co-dirigé donc avec Cyril la revue Caliban dont on parle aujourd'hui. Voilà. Donc est-ce que vous allez bien? Tout le monde va bien? Très heureusement. D'accord. Ok, donc on va commencer là sur ce thème-là par quelques définitions parce que c'est pas forcément un sujet qui est très connu par tout le monde et au niveau des termes, donc collapsologie, effondrement. Donc j'ai envie d'abord de démarrer en définissant ces termes-là. Donc est-ce que vous pouvez me donner votre définition par exemple de l'effondrement, s'il vous plaît? Allez-y, quelqu'un vous écoute. Oui, alors. Pour moi, ça sera un processus de dégradation lent ou rapide, mais non consenti et non contrôlé. Donc, si je dis non consenti et non contrôlé, c'est pour faire la différence avec la décroissance, par exemple. D'accord. Où il va y avoir certains phénomènes similaires, mais volontaires. Et les marqueurs les plus évidents de cette dégradation, donc pour l'effondrement, seront les conditions matérielles de la survie et le confort de vie. Mais à mon sens, les indicateurs immatériels comme la culture ou les libertés fondamentales sont aussi à prendre en compte. Après, ce qui va être intéressant pour nous en littérature, c'est de jouer sur les définitions. D'accord. Et au niveau de la collapsologie, vous avez quelle définition de la collapsologie, s'il vous plaît? Cyril, peut-être? Alors, ouais, la définition qu'on en donnait rapidement pour résumer dans le quatrième de couverture, c'était l'étude à la fois technique et anthropologique des signes et des manifestations de l'effondrement aujourd'hui, puisque l'idée des collapsologues, c'est que c'est pas un truc qui est à imaginer dans un futur plus ou moins lointain, mais que ça a déjà commencé. Donc je pense que ça peut pas mal résumer en gros ce que c'est. Sinon, on peut donner aussi les définitions sur lesquelles on s'est appuyé, les définitions des chercheurs. Je ne sais pas si ça peut être intéressant ou pas. Vas-y. Donc pour l'effondrement, on avait la définition à la fois de Yves Cochet, qui disait que c'était le processus à l'issue duquel les besoins de base, eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc., ne sont plus fournis à un coût raisonnable à une majorité de la population par des services encadrés par la loi. Et on le croisait avec la définition de Jared Diamond, un historien américain, qui disait, lui, que c'était la réduction drastique de la population humaine et ou de la complexité politique, économique et ou sociale sur une zone étendue et une durée importante. Donc, en gros, un petit peu ce que disait Florent. Et il me semble que les deux définitions sont assez complémentaires, en cela que, telles que je les comprends, celles de Cochet sont un peu plus sur les conséquences et celles de Diamond sur les causes du phénomène. Et puis après, sur la collapsologie, c'était telle que la définissait Pablo Servigne et ses co-auteurs, c'était une approche pluridisciplinaire qui s'intéresse à l'effondrement possible de notre civilisation. J'ai qu'une version déjà résumée. Mais bon, voilà, en gros, Moi, ce que j'ai, c'est un exercice transdisciplinaire au niveau de la collapsologie, c'est assez important, c'est transdisciplinaire, d'étude de l'effondrement de notre civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder, en s'appuyant sur les deux modes cognitifs que sont la raison et l'intuition, et sur des travaux scientifiques reconnus. Voilà.
Voilà, donc on a déjà deux définitions bien précises là. Et la dernière, je vous demanderai, c'est celle de l'Anthropocène qui est fortement liée au sujet de l'effondrement et de la collapsologie. Si vous avez une définition à nous donner. Ou, Florent? Oui, oui, oui. Alors, l'Anthropocène, déjà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un terme qui ressemble au terme qu'utilisent les géologues, mais qui ne va pas être accepté par tous les géologues parce qu'on n'est pas à la même échelle. Une ère géologique, ça va être des millions d'années, des dizaines de millions d'années. Là, on va faire référence à une période beaucoup plus courte puisque c'est à l'échelle humaine. Mais l'idée, c'est d'insister sur l'importance que la société humaine va avoir sur son environnement global et non plus juste local, et que donc la société humaine devient une force géologique. C'est plus ou moins, je reformule, mais c'est plus ou moins la définition de Paul Crutzen. Ouais. Oui, tout à fait, c'est celle que je connais aussi. Et c'est quelque chose qui est très sujet à débat. Hein, la notion d'anthropocène est sujet à beaucoup de débats dans le milieu scientifique et dans le milieu de la collapsologie, si je ne me trompe pas. Alors, il y a un débat sur la validité du concept même, il y a un débat sur le terme aussi, c'est-à-dire il y a des gens qui sont pour plutôt adopter le terme capitalocène au lieu Voilà, d'anthropocène. Avec l'idée que l'anthropocène. Ouais. c'est pas seulement l'activité humaine dans une définition super large, mais c'est un mode de production particulier Voilà, qui apporterait sa marque c'est sur. ça. Ce que Pablo Servigne appelle la méga machine, notamment. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là, il l'emploie régulièrement dans ses différentes interviews. Très bien, donc maintenant on a pu définir ça, donc ça c'est plus pour nos auditeurs, hein, pour qu'ils voient vraiment de quoi on parle. Hein. On va aborder le sujet de notre podcast, c'est le lien entre la collapsologie donc, et tout ce qui est littérature de l'imaginaire, donc ce qu'on appelle SFFH. Et je dirais littérature de l'imaginaire parce que c'est plus facile. Voilà. Et ma première question, c'est comment en êtes-vous venu à réfléchir à la question de l'effondrement dans les littératures de l'imaginaire? Vas-y, je vous écoute. Cyril, tu veux commencer? Alors moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Florent et moi, on travaille tous les deux en affiliation avec un laboratoire de recherche qui est basé à l'université de Toulouse Jean Jaurès, qui s'appelle Culture anglo-saxonne, pour lequel on avait tous les deux accepté de co-diriger un numéro de la revue Caliban qu'ils éditent sur les fictions de l'imaginaire, parce qu'on est tous les deux spécialistes de ça. Et on réfléchissait à qu'est-ce qu'on en allait articuler, quel thème en particulier on allait mettre en avant, etc. Florent m'a proposé toute une liste de choses qui l'intéressaient. Et alors, à la fois peut-être parce que, étant abonné à Mediapart et à Arrêt sur Image, j'ai vu passer beaucoup de collapsologues dans des interviews ces dernières années. Et puis aussi parce que au laboratoire culture anglo-saxonne, il y a beaucoup de gens qui font de l'éco-critique, donc qui étudient la représentation de l'environnement et le discours sur l'environnement dans la fiction. Je ne sais pas du coup si c'était voulu de la part de Florent ou pas, mais en fait, tous les sujets qu'il me proposait, j'avais l'impression qu'ils étaient tous liés à l'idée de la fin du monde ou de l'apocalypse à divers degrés. Alors, il peut proposer qu'on fasse un truc sur les pandémies, sur l'économie, mais sur les zombies aussi. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit que en fait, si on adoptait le thème de l'effondrement, ce serait une façon intéressante et tout à fait englobante, qui pourrait englober un peu tout ce que Florent proposait, d'attaquer le numéro. D'accord. Oui, Et tu as des choses à rajouter, Florent? Peut-être? oui, non, effectivement, c'est Cyril qui a bien percé ma monomanie. Euh, donc, c'est vrai que c'était peut-être inconscient de ma part, mais l'obsession était bien là. D'accord. Et on peut En fait, c'est un supposer sujet. Ah, allez, vas-y, je t'écoute, vas-y. On peut supposer qu'outre donc les éventuels abonnements à des sites d'infos plus ou moins marqués ou notre environnement universitaire avec l'intérêt pour l'éco-critique du laboratoire CAS, il est possible aussi qu'on ait été influencé par Greta et par
en Californie, des choses comme ça. D'accord. Et qu'est-ce qui relie sérieusement la littérature de l'imaginaire à la collapsologie? Qu'est-ce que tu en penses, Florent? Je dirais que la collapsologie, c'est une forme d'expérience de pensée et c'est une des définitions classiques de la science-fiction aussi. C'est-à-dire que on se donne un cadre imaginaire ou dans le cas de la collapsologie, pas imaginaire, mais on se projette dans l'avenir et on va réfléchir de façon sérieuse, de façon cognitive et intuitive, comme on l'a dit tout à l'heure, au sein de ce cadre. Donc, pour moi, les littératures de l'imaginaire ont donné chair en fait à la collapsologie. C'est un peu le même lien qu'on aura entre l'histoire et le roman historique. Alors, il ne faut surtout pas confondre les deux, mais le lien, il est profond. D'accord. Ouais, Et Cyril, sur ouais, ce voilà, sujet? ça rapprocherait un peu de ce que disait Mhm. Florent dans mon idée. Les liens complexes qu'il y a entre l'imaginaire et le réel sont en fait centraux dans les deux, dans la pensée collapsologique et les fictions d'imaginaire, dans la mesure où à chaque fois il s'agit d'extrapoler à partir du réel et de s'inscrire par contre dans l'imaginaire, mais pour parler du réel. C'est pour ça notamment que j'ouvre mon introduction dans le numéro sur plusieurs citations d'auteurs qui disent précisément ça, qui disent que les livres sur le futur, en réalité, ils parlent du présent, que les livres sur l'imaginaire, ils parlent du réel, etc. Et du coup, en fait, ils peuvent se nourrir les deux façons d'extrapoler sur le réel. Pablo Servigne, par exemple, il a plusieurs entretiens et textes où il appelle les auteurs de science-fiction et de fantasy à utiliser leur plateforme pour développer un imaginaire d'après-effondrement qui serait salutaire, qui serait basé plus sur l'entraide pour essayer de contrer l'imaginaire individualiste qui peut comment dire, motiver les gens qui ont des fantasmes survivalistes violents et de compétition et qui peut nous mettre, mettre l'humanité dans une situation où elle s'en sortirait pas en fait. Euh, et puis ça me fait penser aussi à un des articles qu'on a dans le numéro, l'article de Claire Perrin, Apocalyptisme ou collapsologie, l'effondrement dans la cli-fi, qui montre comment la fiction sur des désastres climatiques planétaires est passée au fur et à mesure que la perspective ne venait plus concrète, d'œuvres qui parlaient plus d'apocalypse, en fait, avec une imagerie plus mythologique, comme elle donne l'exemple de The Drought de John J. Ballard, à une approche de la catastrophe climatique qui est plus réaliste et plus basée sur ce que les chercheurs nous disent, comme alors, les exemples qu'elle donne, c'est notamment What a Knife de Paolo Bacigalupi et Odds Against Tomorrow de Nathaniel Rich. Et dans son article, elle dit qu'elle pense que si la climate fiction pouvait toucher plus de monde au-delà des gens qui ont déjà une conscience écolo, ça pourrait avoir un rôle de sensibilisation efficace. D'accord, là, je pense que je reviendrai sur le sujet, peut-être en fin de podcast, pour parler de l'influence justement de cet imaginaire sur le discours de collapsologie. Euh, Qu'apprend-on en étudiant les littératures de l'imaginaire à la lumière de la collapsologie, justement? Laurent, C'est tu une veux question commencer? piège, parce qu'il y a deux questions, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on apprend sur le monde ou qu'est-ce qu'on apprend sur le fantastique? Ah ben en fait, je pense qu'il y a les deux. Les deux. Je Alors, pense qu'il n'y a pas de piège, c'est que il y a les deux, oui. Qu'est-ce qu'on apprend sur notre monde et qu'est-ce qu'on apprend sur le fantastique? De toute façon, avec le fantastique, on apprend beaucoup sur notre monde, hein. C'est ce que vous venez de dire en fait, en résumé. La littérature de Oui, l'imaginaire, c'est des littératures sur notre monde. Ça, j'en suis convaincu. Comme vous, je pense. oui, oui. Bah après, comme en fait toute la littérature, tout l'art et la culture, en fait, c'est pas détaché du reste, en fait, à mon sens. Alors après, moi, un truc que je
pas tellement que j'apprends que j'ai appris avec ce numéro, mais qui fait partie de ce que j'ai appris avec mes recherches en général, ainsi qu'avec ma pratique d'écriture, c'est que j'ai le sentiment qu'au-delà du développement personnel du lecteur, quand il lit, et que permet le livre individuellement, les livres, c'est aussi le théâtre d'un échange entre les différents acteurs de l'humanité, d'un échange d'idées, à la fois quand c'est des livres de recherche et quand c'est des livres de fiction. À la fois entre les auteurs, quand un auteur reprend les idées de quelqu'un d'autre, les modifie un peu légèrement ou leur répond. Et puis bien sûr, quand on va avoir aussi un lecteur qui va après parler avec quelqu'un d'autre des idées qu'il a glanées dans le livre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans plusieurs cas de figure, plusieurs sujets de recherche que j'ai étudiés, dans des articles, etc. Et que je trouvais aussi très présent en fait dans les différentes choses qui ont été étudiées par nous et par les auteurs qui nous ont proposé des articles dans la revue. Moi, j'aurais tendance à dire aussi sur cet échange, justement, quelque chose qui m'a beaucoup plu en dirigeant la revue, c'est d'avoir des opinions très variées. Et quelque part, dans la recherche, dans l'étude, pas seulement dans la lecture, on va avoir cette richesse, parce que même quand on n'est pas d'accord, c'est intéressant d'être confronté à des opinions différentes et dans le langage de la raison. Contrairement à un échange qui va être très rapidement agressif sur les réseaux sociaux, quand on prend le temps de lire un article que quelqu'un a pris le temps d'écrire, même si on est en désaccord politique ou en désaccord sur d'autres points avec la personne, on va avoir cette discussion intellectuelle sur un sujet qui va être important pour tous. Donc c'est peut-être ça qu'on apprend. On réapprend à avoir une vraie discussion. D'accord. Alors justement, je voudrais rebondir là-dessus. Comme je vous disais en ligne tout à l'heure, je m'intéresse beaucoup à la collapsologie. Je suis un convaincu du futur effondrement. Hein, pour moi, la question c'est pas est-ce qu'il va y avoir un effondrement, c'est quand il va avoir lieu et comment il va avoir lieu. Et j'essaye d'en parler beaucoup à mes proches, mes collègues, mes amis, et c'est un sujet très difficile à aborder qui braque très très vite. Très très vite, c'est quelque chose. Enfin, c'est difficile d'en parler, je trouve. Personnellement, mon expérience personnelle, c'est un sujet difficile à aborder. Et ce que j'ai remarqué par rapport à l'imaginaire justement qu'on a sur la collapsologie, c'est que les gens vous renvoient, quand ils ne connaissent pas le sujet, vous renvoient à l'imaginaire de Mad Max, l'imaginaire du post-apocalyptique, qui est, on va dire, l'ancêtre, enfin, la collapsologie fantasmée. Purement fantasmé, complètement. Enfin, si on parle de Mad Max, on va prendre comme référence Mad Max 2, pour moi la référence, ou le dernier Mad Max Fury Road, c'est quelque chose de purement fantasmé, de purement fantasmagorique, de complètement irréaliste, et c'est une image que les gens connaissent le plus. La collapsologie, c'est quelque chose de récent, que les gens connaissent de mieux en mieux, mais toujours assez peu. Et l'imaginaire lié à la collapsologie, les romans récents qui sont proches de la collapsologie, qui sont sortis, et même les films qui commencent à sortir sur le sujet, sont beaucoup moins connus, sont beaucoup moins ancrés dans l'imaginaire collectif. Et moi, ça, c'est un gros problème que j'ai quand j'essaie d'aborder le sujet de la collapsologie. Donc déjà, dire aux gens que je parle pas de fin du monde, je parle pas de fin de l'humanité, je parle d'une fin de civilisation, de la nôtre. C'est possible aussi. C'est possible aussi, voilà, voilà. Mais par contre, moi, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que vous trouvez pas que ce visuel, je parlerai de visuel, post-apo à la Mad Max, clairement, qui est très ancré dans notre imaginaire et vraiment beaucoup plus répandu de manière populaire, dessert la collapsologie dans son discours. Quand on essaie d'en parler, moi, c'est ce que je vis. Quand j'essaie d'en parler, les gens, ce qu'ils voient, c'est Mad Max, et ils y croient pas du coup. Ils veulent pas y croire, ils y croient pas parce que c'est vrai que Mad Max, c'est un fantasme, c'est pas du tout réaliste.
Et ce que je voudrais c'est est-ce que l'ancien imaginaire post-apocalyptique, il dessert pas le discours de la collapsologie, quand on essaie d'en parler tranquillement, modérément avec des gens, est-ce que c'est pas une difficulté supplémentaire? C'est possible, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que ça. Avec des films comme Mad Max, Mhm. il y a aussi une sorte d'engouement qui va se faire ou d'effet de mode qui va permettre à d'autres films peut-être plus en lien avec le réel et qui va leur permettre d'exister. Je pense à La Servante écarlate, The Handmaid's Tale, de Oui. Margaret Atwood, qui a, qui a fait l'objet d'une adaptation en série ces dernières années. On est dans l'effondrement. Et on est justement dans un effondrement qui est civilisationnel. C'est pas la fin du monde. Il y a encore des humains. Ils ont à manger. Mais il y a un véritable effondrement. Il y a quelque chose qui a été perdu, et pas que en termes de population. Oui, on Et, est, et on on est est sur une crise vraiment dans le démographique. réel. Mhm. Mais ce sont des œuvres, bon, le roman date, entre guillemets, il est assez ancien, je sais plus de quelle année il date. Par contre, la série est très récente. Moi, j'ai pensé Le roman en, doit être fin des années 80. voilà, fin des années 80, et je pense qu'il était assez peu connu par le grand public avant la série, comme beaucoup de choses. Je pense à une série, un de vos articles m'a fait penser à cette série fabuleuse, Years and Years, qui est sur un effondrement, hein, je sais pas si vous la connaissez. C'est une série anglaise. Qui est sur un effondrement, et là ça rejoint votre article sur The Mandible que j'ai pu lire en partie, qui parle d'un effondrement économique. Ouais. Donc la faillite des banques en Angleterre, les premiers réfugiés climatiques, toutes ces choses-là. Mais ce sont des œuvres assez récentes, même très récentes, je trouve. Euh, En parlant du post-apo, pour moi, le premier post-apo réaliste que moi j'ai connu, donc réaliste en point de vue visuel, c'était La Route, film que j'aime beaucoup. Où là, c'est de l'anti-Mad Max, on a une vision post-apo réaliste. On se dit, ah oui, si un jour ça nous tombe dessus, ça sera peut-être comme ça. Euh, voilà, et encore même chose, c'est un film qui date un peu. Le visuel post-apo, il s'est étalé sur des années, avec beaucoup de films, beaucoup de livres, et il est prépondérant, je pense, sur le visuel collapso. Voilà, et c'est plus celui-là que les gens connaissent. Après, il y a des œuvres récentes, c'est vrai que la Servante écarlate a eu beaucoup de succès, donc notamment avec l'élection de Donald Trump, qui a, qui a mené pas dans mal de réflexion, oui. Et je sais pas, Cyril, ce que tu en penses, toi, de ton côté. Déjà l'imaginaire plus réaliste, plus collapsologique, je pense qu'il se développe au fur et à mesure que le problème du changement climatique devient central dans les causes possibles, en fait. Oui. Parce qu'avant, il y avait la guerre nucléaire, il y avait d'autres choses qui étaient plus dans l'esprit des gens. Mhm. Et même si Mad Max part au départ de la fin des ressources des, ah, Du pétrole. du pétrole, Mhm. carburants fossiles, enfin du Oui, pétrole. Il est quand même ancré un imaginaire plutôt post-apo et dans un imaginaire de conflit et de rupture violente et de concurrence pour les ressources. oui. Euh, Plutôt que juste une idée d'humanité qui fait face ensemble à un phénomène. Aussi parce que il s'était pas tellement appuyé pour partir dans cette idée-là, il s'était pas tellement appuyé sur une conscience du problème écologique et du problème des ressources qui grandissait que sur une actualité particulière qui était les chocs pétroliers, Mhm. qui était donc un conflit entre les pays de l'OPEP et l'Occident. Oui, tout à fait, oui. En fait, il avait pensé à Mad Max en regardant les fils de voitures aux pompes à essence en Australie. Mm. C'est comme ça qu'il avait pensé. Et si je puis me permettre, après on partira sur autre chose, parce que si je commence à parler de Mad Max, ça va être long. Mais le premier Mad Max, le tout premier, est pour moi très précurseur en termes de collapsologie. C'est vraiment un monde en effondrement.
Parce que là, on parle pas de crise pétrolière, on parle de chute du gouvernement, de début d'anarchie et de la lutte des derniers vestiges du gouvernement, donc en l'occurrence Max Rokatansky, qui est un policier, qui essaie de lutter contre des hordes de fanatiques motards qui sont anarchistes. Voilà. Et là, on est très proche d'un visuel d'effondrement. Et Notamment aussi parce qu'il n'est pas post-apocalyptique, en fait. il n'est pas post-apocalyptique, il est plus apocalyptique, on va dire. Voilà. Et les gens connaissent plus le deuxième et beaucoup plus Mad Max Fury Road. Voilà. Bon, on va tourner la page du post-apo parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Voilà. Siri, j'avais une question pour toi. Est-ce que ton intérêt pour Neil Gaiman, qui évoque régulièrement ce type de sujet, t'a aiguillé dans l'étude, hein? On parle notamment d'œuvres comme De bons présages ou sa critique de la société dans American Gods. Voilà, est-ce que ça t'a aiguillé dans tes articles, s'il te plaît? Alors, dans mes articles, dans le choix de ce sujet pour Caliban. Voilà, par exemple, oui. Ouais. Alors non, je dirais pas forcément. Ce serait plus les influences dont on parlait tout à l'heure, hein, et puis le fait qu'on cherchait justement ce de quoi on allait pouvoir parler, et puis les suggestions de Florent. Par contre, je pense que les deux œuvres dont tu as parlé, là, American Gods et De bons présages. De bons présages, ils ont une pertinence par rapport à ce sujet qui n'est pas forcément seulement dans le thème que le monde s'écroule ou c'est la fin du monde, etc. Et en fait, la pertinence, ce serait dans le fait que la collapsologie est en fait un peu, même complètement un appel à l'action. C'est toujours ce que dit Servine quand ses détracteurs lui disent qu'il dépolitise et qu'il décourage les gens. Et en fait, dans les deux livres en question, ils sont moins à propos de la fin du monde en fait qu'à propos du fait que la fin du monde est empêchée par des gens qui veulent pas qu'elle ait lieu et qui font ce qu'il faut pour. Et ce qu'il faut pour, c'est pas forcément combattre un ennemi costaud avec une épée, etc. J'ai même pas rarement dans les histoires de Gaiman. Et par exemple, dans De bons présages, c'est Aziraphale et Crowley, l'ange et le démon, qui ont juste décidé qu'ils étaient bien sur Terre et qu'ils n'avaient pas envie que l'apocalypse ait lieu. Donc ils essaient d'influencer l'éducation de l'antéchrist pour qu'il ne soit pas si antéchrist que ça. Et dans American Gods, on se rapproche peut-être encore plus d'idées qui pourraient être un peu connectées à la collapsologie et à son appel à l'action, en cela qu'il y a beaucoup cette idée pacifiste que la guerre entre les dieux qui se prépare tout au long du roman est la guerre telle que la voient les pacifistes, c'est-à-dire une arnaque de deux dieux qui veulent pour leur propre intérêt faire s'entre-massacrer les autres dieux. Et on a ce personnage de Shadow qui découvre ça et qui, tel un lanceur d'alerte, prévient les dieux et fait que du coup ils s'entre-massacrent pas. Donc c'est plus dans ce sens-là, en fait, dans le fait qu'on est dans comment pas l'effondrement, du coup plus l'apocalypse, parce que les fins du monde décrites par Gaiman sont plus religieuses et mythologiques, est empêché, pas forcément par des grands guerriers qui détruisent la bête immonde ou quoi que ce soit, mais par des actions de gens qui passent beaucoup par la compassion et par la solidarité, et par l'amitié entre Aziraphale et Crowley, et puis par le pacifisme de la vision qui permet d'être concrétisée de la guerre, et plutôt de l'annulation de la guerre, par Shadow dans American Gods. D'accord. Je vois, tu parlais de Pablo Servigne et de son discours qui est, enfin, pour moi, très positif. Enfin, il a une vision du post-effondrement positive où il parle d'entraide ou des choses comme ça. Et moi, il me fait penser à un personnage de fiction bien ancien, c'est celui de Fondation, et il me fait penser à Ray Seldon. Parce que, en fait, quand vous regardez Fondation, pour moi aussi, c'est un récit de collapsologie. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un, voilà, je crois qu'on est tous d'accord, c'est quelqu'un qui découvre par la science de la psychohistoire que l'Empire va s'effondrer, qui n'essaye pas d'empêcher l'effondrement, comme Pablo Servigne. Pablo Servigne dit que l'effondrement est inévitable, mais qui veut réduire, alors, si je ne me trompe pas, de 40 000 ans à 4 000 ans la période de barbarie qui suivra l'effondrement de l'Empire par la création de l'Encyclopédia Universaliste.
Voilà, ça fait longtemps que j'ai lu Fondation, donc j'espère ne pas avoir dit de bêtises. Voilà, et voilà, là, il y avait un sujet en réfléchissant à l'émission, j'avais pensé à ça sur Fondation. Euh, Ça rejoint pas mal le discours quelque part de Pablo Servigne, enfin des gens de la collapsologie qui ont une vision positive de la suite. Hein, Pablo Servigne, son deuxième bouquin après Pourquoi tout peut s'effondrer, c'est un autre avenir est possible, c'est ça le titre de son bouquin? Non, c'est une autre fin du monde est possible. Voilà, une autre fin du monde est possible. Donc il est vraiment dans ce discours-là. Et voilà, là, je trouve qu'il y a un Ben lien non, mais intéressant entre. surtout, il y a le livre, il y a le troisième, il y a l'entraide, l'autre loi de la jungle, qui est L'autre, vraiment voilà, passionnant pour ça. Parce voilà, que lui, il est vraiment sur la concurrence des imaginaires, entre celui de la concurrence et de l'individualisme et celui de l'entraide. tout à Et, fait. euh, et ce que nous dit l'anthropologie là-dessus. Mhm, tout à fait. Et moi, il me fait penser vraiment à ce personnage d'Harry Seldon qui cherche à diminuer l'impact négatif de l'effondrement. Et bon, c'est tout le contraire d'un survivaliste, Ouais. Pablo Servigne. Il se bat pour ça. Voilà. Et Florent, Et toi, vas-y, je t'écoute, puis, Cyril, vas-y. puis, bien sûr, puis il a une petite voix toute douce. En plus, il y a une toute petite voix, oui. Bon, il est assez intéressant. J'invite tout le monde à écouter les différents podcasts ou les différentes vidéos YouTube Mais où Florent en il. a parlé, enfin, il a fait mention de Fondation dans ta conclusion, tu en parlais rapidement au début. Ah, Oui, 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 ah, dans la postface. d'accord. Moi, c'est un livre qui m'a énormément marqué, Fondation, hein, avec ce slogan qui me travaille depuis que je l'ai lu. La violence est le dernier recours des incompétents. Euh, et après, il parle d'effondrement, mais pour moi, la différence par rapport aux solutions qu'envisage Servigne, c'est qu'il parle énormément d'un renouveau d'un nouvel empire. Le but, c'est pas de remplacer l'empire par plein de petites communautés Non. Ouais. à échelle réduite, mais Mhm. d'avoir un nouvel empire qui Oui, régnera à nouveau oui. euh, sur la galaxie. Mhm. Ah oui, la solution n'est pas du tout la même. Hein. La Non, solution, de la manière dont je l'ai compris, c'est de préserver toutes les connaissances de l'Empire dans l'encyclopédie universaliste pour permettre justement la nouvelle émergence de l'Empire, du nouvel Empire beaucoup plus rapidement. Dans oui, les oui, oui. souvenirs lointains que j'ai, bon, j'ai prévu de relire Fondation, comme il va y avoir la série, comme beaucoup, Mhm. donc je réviserai ça. Et petite question là, justement sur les différentes œuvres. Est-ce que vous en avez une à conseiller à quelqu'un justement sur ce thème? Est-ce que voilà, laquelle vous conseillerez à quelqu'un pour le faire découvrir ce sujet, s'il vous plaît? Peut-être Florent en premier. Alors pas Fondation, on vient de le dire. Ah, Une ou en deux, hein. conseiller une seule, c'est dur. Oui, une seule, c'est dur. Euh, assez, assez souvent, je conseille les deux livres de Max Brooks, donc World War Z et le guide de survie En territoire aux zombie. zombies, En- en territoire zombie, Zombie Survival Guide, parce que même si on a ce côté complètement irréel du zombie, il va ancrer quand même sa réflexion dans quelque chose de très concret, que ça soit à l'échelle sociale ou dans des discussions plus terre à terre, comme savoir quelle arme utiliser. Mhm. Mais si on apprécie ce genre d'humour, parce qu'il faut le lire avec humour, il y a quand même une réflexion très importante sur cette peur de l'effondrement, qui va être représentée par les zombies, mais qui pourrait prendre plein de formes. Ah ouais. Donc, pour moi, c'est pas un mauvais point de départ, surtout donc le roman World War Z, qui part du point de vue d'un représentant de l'ONU après l'apocalypse, après la guerre zombie, et qui a donc cette lueur de renaissance. Oui, on peut s'en sortir. Comment?
et pas forcément avec le gouvernement américain qui a aidé à unir toute la planète pour reconquérir la Terre, mais aussi par des petites communautés un peu partout qui auront chacune trouvé leur solution. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est deux bouquins à lire, hein, clairement. En évitant de trop multiplier la solution sud-africaine. Et Cyril, de ton côté, tu conseillerais quoi? Bon, déjà, plus soit sur l'extrême excellence de World War Z, sur laquelle on a d'ailleurs un article, sur le roman, on a un article dans la revue, même si par contre c'est pas un article de critique littéraire, hein, il s'appuie un peu sur World War Z, mais il a plutôt une vision un peu anthropologique des questions qu'il traite. Et après, moi, j'ai découvert en travaillant pour éditer la revue les romans d'anticipation de Paolo Bacigalupi. Il en a écrit deux hein, de romans d'anticipation climatique, The Water Knife et l'autre c'est The Wind Up Girl, enfin The Water Knife est traduit par juste Water Knife dans la version française. Et The Wind Up Girl, ça doit être la fille automate, je crois, le titre. Et, Oui, La fille automate, je l'ai lu, oui. Et ils sont formidables tous les deux, Oui. je les adore. Ils sont géniaux. La fille automate, je suis entièrement d'accord avec toi, je l'ai lu, c'est un superbe roman. Vraiment à lire. Et pour ceux qui veulent lire en français, il y a quand même Ravage de Barjavel et Malville de Robert Merle, qui pour moi sont tous les deux des chefs-d'œuvre et qui, un peu, enfin, quelque chose qui me touche, c'est que quand même, leur solution aussi va être au niveau, pas individuel, mais d'une petite communauté qui ne peut survivre qu'en tant que communauté. Même si dans Ravage, ils cheminent jusqu'à y arriver, c'est la voie d'espoir qu'ils proposent. Et Malville, en fait, c'est la vision de deux communautés avec deux solutions différentes, si je me trompe pas. C'est un superbe roman, qui a été adapté d'ailleurs. Il y a un film français qui adapte Malville, là, qui doit se trouver assez facilement avec aussi. Belmondo, je crois. Non pas Belmondo, mais avec. Oh, ça va, j'ai pas la mémoire. Non, mais c'est avec des acteurs français très connus. Oh zut, j'ai pas la mémoire des noms, je suis désolé. Mais de mémoire, il n'y a pas Belmondo dedans. Non, ça va se retrouver. Mais ça doit pouvoir se retrouver. Ça doit pouvoir se retrouver, oui. Voilà. Et pour revenir sur la collapsologie, sur justement ce qu'on en discutait un peu tout à l'heure quand j'ai envoyé sur le sujet du post-apo, vous êtes tous les deux professeurs d'anglais. Alors, est-ce que les anglo-saxons sont plus éveillés sur la question de l'effondrement, à votre avis? Est-ce que plus éveillé, c'est la même chose qu'avoir peur? Je pense que la peur de l'effondrement est effectivement plus présente chez les anglo-saxons, surtout chez les Américains. Et la peur, en général, chez les Américains, c'est le moteur culturel numéro 1, j'ai l'impression. Oui. En ce sens-là, c'est vrai que l'héritage de la guerre froide... on trouve des abris anti-atomiques aux États-Unis, pas en France. C'est ça. Et donc, oui, il y a des gens qui se préparent très concrètement à l'effondrement, et beaucoup plus aux États-Unis qu'en France. Mais c'est une mouvance plus éveillée. C'est une mouvance clairement survivaliste aux États-Unis, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Alors oui, est-ce que c'est être plus éveillé? Je pense que c'est ce que posait la question, c'est ce que Florence demandait pour répondre à ta question. C'était pas évident de ce point de vue-là. Oui. Déjà, un élément qui me paraît important, c'est que le mot collapsologie est français, il n'a pas vraiment d'équivalent anglais. Hein. À chaque fois qu'on a essayé de traduire, on a fait des espèces de périphrases bizarres, mais c'était pas. Et après, si on regarde un peu les chercheurs qui sont souvent mis en avant quand il y a un reportage là-dessus ou une publication là-dessus, alors ils sont souvent eux-mêmes en dialogue avec les concepts
d'auteurs anglo-saxons comme Jared Diamond, comme Joseph Tainter. Mais il y a quand même, c'est un peu une école quand même très franco-française. Il y a Servigne et ses deux co-auteurs, Gauthier Chapelle et Raphaël Stevens, qui sont au centre. Il y a Cochet. Il y a des gens qui se disent pas collapsologues, mais qui sont un peu aussi en discussion avec eux, comme Jean-Marc Jancovici ou Philippe Biwix. Mais sur les chercheurs, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus exploré par des Français, qui vont pouvoir à la limite prendre, se baser sur des recherches moins précisément là-dessus et plus vieilles d'anglo-saxons. Mais je me trompe peut-être. Je sais pas, Florent, c'est l'impression que tu as aussi ou pas? J'aurais tendance à dire oui. Après, ce qui va donner l'impression que les anglo-saxons sont plus éveillés sur le sujet, c'est que les œuvres anglo-saxonnes, surtout Ouais. les œuvres américaines, vont avoir plus de retentissement. Donc, Ouais. dès qu'on a un film ou une série sur le sujet, ben, ça va toucher un public beaucoup plus large. Oui. Ouais, donc on a peut-être un biais à ce niveau-là où oui, par le retentissement de la fiction américaine, où on pense qu'ils connaissent mieux le sujet que nous, en fait. Mais oui, je vois. Si on prend des exemples d'œuvres qui sont citées par des gens que nous, soit qu'on a dans notre revue ou dont on a parlé dans notre revue, il y a donc Claire Perrin qui fait un article très général sur justement un état des lieux de la climate fiction. Et du coup, elle en cite pas mal et qui sont effectivement anglo-saxons. Donc Paolo Bacigalupi, elle parle d'Octavia Butler, de Nathaniel Rich, de Starhawk. Mais par contre, il y avait notamment, on a parlé très très rapidement, enfin moi j'en ai parlé dans mon introduction vite fait dans une note de bas de page de une chercheuse française qui s'appelle Anaïs Boulard, qui a fait une thèse sur ce qu'elle appelle les fictions de l'Anthropocène. Et elle comparait des œuvres anglo-saxonnes avec, et donnait quelques exemples d'œuvres francophones. Alors elle classait notamment la possibilité du Nil de Houellebecq dans les fictions de l'Anthropocène. Et puis elle parlait aussi de Sur l'orang-outan de Éric Chevillard. D'accord. Donc il y en a aussi. Moi, je connais personnellement les romans, la trilogie de Jean-Marc Ligny. Mhm. Aqua, Semence et le dernier que j'ai pas lu, c'est Exode, si je me trompe pas. Et oui, qui c'est qu'il y a quelqu'un Euh, qui en parle dans nos auteurs aussi, dans un des articles. Mais ça doit être aussi Claire Perrin, je crois, je ouais, suis pas sûr. voilà. Ouais. J'ai lu les deux premiers, je les trouve très bons, je ne peux que les conseiller aux gens. Enfin, déjà, j'aime bien Jean-Marc Ligny et je trouve que ce qu'il a écrit est pas mal. Ça va assez loin, c'est intéressant. Et après, beaucoup de nouvelles sur le sujet. Là, on a un renouveau on a, j'ai envie de dire, un néo-post-apo qui est en train de se créer au niveau de la littérature. On a quelque chose qui est beaucoup plus proche de la collapsologie. Mm. Mais c'est vrai qu'au niveau cinéma et séries, on parle. Enfin, Years and Years, c'est en anglais, si je me trompe pas. Euh, je suis en train de chercher dans les exemples de séries parce que c'est quand même à la mode maintenant sur ce qu'il y a. Mais Years and Years est anglais. Et je crois que Alain Damasio parlait qu'il était en train de préparer une série post-apo, un truc assez particulier avec 400 ans dans le futur, des réfugiés climatiques qui passaient dans le futur et qui étaient accueillis. Voilà, c'est un des projets sur lesquels il parlait au moment où il avait sorti Les Furtifs. Donc il y a peut-être des choses qui commencent à se faire. Euh, Après, sur les activistes écologiques, par contre, écologistes, oui, je pense il y en a partout qui sont influencés par l'imaginaire de l'effondrement, par la oui, pensée de l'effondrement, etc. oui. Et Extinction Rebellion, bon après, je n'ai pas énormément creusé, mais j'ai l'impression qu'ils sont à fond là-dedans. Et ils sont partis du Royaume-Uni. Oui, ils sont partis du Royaume-Uni. Après, il y a une mouvance française qui est quand même assez. Oui, Noam Chomsky aussi, quand il dit que le parti républicain américain est devenu, selon lui, l'organisation la plus dangereuse de l'histoire de l'humanité parce qu'ils sont climato-négationnistes et pro-pollution et pro-surexploitation, etc. J'ai l'impression que c'est une réflexion qui s'inscrit aussi dans une idée qui prend en compte, même qui fait plus que prendre en compte, qui considère qu'effectivement, il y a effondrement
de la civilisation due à l'activité humaine et à son impact sur le climat. Oui. Puis quand on voit les réactions en France au niveau des lois climat qui viennent d'être avec les personnes qui ont été tirées au sort pour faire des lois climat et qui ont été balayées par le gouvernement, il y a quand même des réflexions qui sont en train de se faire. Au niveau politique, il y a quand même beaucoup de réflexions qui sont en train de se faire. Donc on en parle beaucoup et c'est vrai qu'en France, on est plutôt sur un mouvement de collaboration et de création de petites communautés autosuffisantes. Il y a beaucoup de programmes qui se mettent en place comme ça et beaucoup moins de programmes survivalistes. Déjà, c'est combattu en France, clairement. Mais ouais, on n'a pas autant d'armes que les Américains. C'est basique, oui, c'est ça. Ça On n'a joue pas sur autant d'armes. l'imaginaire aussi. Voilà. On n'est pas sur la même culture. Une autre réponse aussi, c'est peut-être elle est peut-être liée à l'histoire de l'Europe, hein, ou l'histoire du monde en général, par opposition à l'histoire des États-Unis. Les États-Unis anglo-saxons n'ont pas subi d'effondrement, alors que en France, en Europe, bon, ben, c'est assez récent. La Seconde Guerre mondiale, Oui. pour les Français, c'est un effondrement. Les Russes, ils en ont eu plusieurs dans les 100 dernières années. Les Allemands aussi, les Turcs. Et donc, quelque part, on ne voit pas l'effondrement comme la fin du monde, mais la fin d'un monde. Alors que pour les États-Unis qui sont en croissance perpétuelle, le moindre échec, c'est tout ou rien. Soit on tue tous les extraterrestres, soit on est exterminé. Soit on disparaît complètement sous les zombies, soit on tue tous les zombies. Oui. Et justement, bon, on a un peu commencé à répondre à la question, mais est-ce que c'est un sujet qui est facile à aborder on va dire, dans le milieu universitaire français, justement c'est un sujet qui s'aborde facilement, qui est à la mode ou pas encore? Florent, tu as un truc que tu voulais dire? J'allais dire, j'ai l'impression que quand même c'est un sujet à la mode et que pour des chercheurs qui s'intéressent aux arts fantastiques, c'est plus facile de parler de notre passion par le biais de l'effondrement qu'en lien avec d'autres sujets comme les classes, les races, le genre. Parce qu'on est quand même porté par tout le discours sur le changement climatique et puis maintenant sur la Covid. Oui, c'est vrai qu'on a eu le virus dont on ne doit pas donner le nom, là, qui a quand même pas mal rabattu les cartes, et notamment, je vous enjoins à regarder une vidéo YouTube de Pablo Servigne et de partager, c'est sympa, qui s'appelle Pourquoi on s'est trompé. En gros, c'est on s'est planté ou quelque chose comme ça, où Pablo Servigne remet complètement en question son discours suite à la crise du Covid. Où, pour lui, clairement, normalement, il aurait dû y avoir un effondrement de civilisation suite à cette crise, et c'est pas le cas. Et il s'interroge beaucoup là-dessus, et notamment sur l'incroyable capacité de résilience qu'a la méga machine. Hein, c'est une vidéo qui dure 1 heure et demie, je serais que vous la conseiller, où ils se remettent vraiment en question. Hein, le mouvement Collapso là, de Pablo Servigne se remet vraiment en question. Parce que d'après lui, on n'aurait pas pu normalement survivre en tant que civilisation, je parle, à la crise actuelle. Et on y arrive, et on repart. Ou pas, malgré la résilience économique, effectivement, on a à manger, on a à boire. Je ramène un peu à mon nombril, hein, mais habitant à Mayotte, donc outre-mer, hein, on ne peut pas quitter le territoire sans que notre autorisation de sortie soit validée par la préfecture. Donc un certificat médical va être examiné par quelqu'un qui n'a pas de connaissances médicales pour nous donner l'autorisation de sortie.
les librairies, les cinémas, les lieux de culture, les lieux de vie, d'échanges sociaux ont été fermés pendant longtemps. Donc, il y a un effondrement qui a eu lieu. Pas un effondrement économique complet. Et d'un point de vue culturel, civilisationnel, on a perdu une richesse et des libertés. Ah oui, clairement, je suis d'accord. C'est toute la différence entre l'effondrement et l'apocalypse, c'est que l'effondrement n'a pas à être un anéantissement total et absolu, radical et immédiat, quoi, pour être un effondrement. Voilà. Et il y a que l'effondrement ne sera pas homogène. Tout le monde ne le vivra pas de la même façon. Il y a des gens pour qui ça se passera très bien, je pense, et qui en profiteront, comme comme pour tout. Comme il y a des profiteurs de guerre, il y aura des profiteurs d'effondrement. Et la méga machine, comme l'appelle Pablo Servigne, d'après lui, hein, son analyse, s'en sort très bien. Et ils sont en train de se dire, est-ce que l'avenir hyper technologique et complètement déshumanisé que la méga machine nous prépare ne va pas advenir? Ils se posent vraiment la question. Enfin, je vous enjoins à voir cette vidéo, de partager, c'est sympa, avec Pablo Servigne, où ils ont une discussion très intéressante sur le sujet. Et voilà, oui, donc pour vous quand même, c'est un sujet qui est à la mode, c'est un sujet dont on parle de plus en plus et qui est facile à aborder dans le domaine universitaire, dans le milieu de la recherche ou ce genre de choses. Oui, Ce qui est certain, c'est que la structure dans laquelle on était, là, le laboratoire CAS, donc, comme on disait tout à l'heure, hein, il y a pas mal de gens qui s'intéressent à l'éco-critique dedans. Après, il y a les chercheurs qui sont en poste à l'université Euh, Jean Jaurès, je pense pas qu'il y en ait tellement qui travaillent sur les fictions de l'imaginaire, mais par contre, il y en a pas mal qui dirigent des étudiants qui le font. Donc, ils sont ouverts à ces choses-là et on n'a eu aucune difficulté à. Ils étaient même enthousiastes à l'idée qu'on fasse le numéro là-dessus. Après, là où on a pu avoir une difficulté, c'était plus pour motiver des gens pour nous envoyer des articles. On a eu vraiment des articles au compte-gouttes. Les gens mettaient longtemps à se lancer dans l'idée d'écrire ça et on s'est retrouvé à 3 fois retarder notre date butoir pour nous envoyer des articles et on finissait par recevoir par contre pas mal d'articles après la dernière date butoir qu'on a dû refuser. Donc voilà, ça peut être une difficulté, mais je pense qu'elle doit être euh, comparable avec d'autres sujets, hein. Je ne suis pas sûr que ce soit d'accord. spécifique à notre sujet. Très bien. Bon, on va arriver à la fin de cette émission là. Vous avez quelque chose à rajouter là? Je vous laisse libre parole. Allez-y. Si vous avez quelque chose à rajouter, à préciser, je vous écoute. Non, rien en particulier, rien à rajouter? Moi, j'ai un truc, Oui. c'est nous qui sommes les invités et on a parlé avec notre perspective, mais je tiens à rappeler encore une fois qu'il s'agit d'un recueil d'articles d'une douzaine d'auteurs déjà qui ont fait des articles de recherche et qui contient aussi après une rubrique avec plein de petites réflexions plus informelles, de poèmes, de nouvelles, etc. Et je voulais notamment rendre hommage à nos auteurs, à Claire Perrin pour son super article sur la Cli-Fi, Nicolas Serruiz, qui est un auteur canadien qui nous a proposé aussi une étude sur une nouvelle de Cli-Fi québécoise, sur Alice Ray et Thomas Michaud pour leurs articles sur les zombies, sur Éline de Mathuisieux, Aurélien Dupuy-Delezay et Manon Berthier pour leurs articles sur la fantasy, à Vincent Martins qui nous a fait un peu de tout ces sujets-là avec son article sur les romans qui ont inspiré Game of Thrones, et on a aussi un article sur le gothique, on a un sur Kurt Vonnegut et un sur la SF philippine. Donc il y a plein de gens très intéressants qui disent des choses très intéressantes sur plein de sujets très intéressants. Et c'est pas juste nous. En tout cas, ça donne envie, clairement. Florent, tu as quelque chose à rajouter? Mais Tu as quelque chose à puisqu'on est rajouter? Oui. sur les remerciements, j'aimerais quand même rajouter aussi que, en dehors des articles que nous on a dirigés, dans la revue, il y a une deuxième partie qui s'appelle Détour et où il y a des textes plus atypiques, des nouvelles, des interviews et que moi j'ai découvert après la lecture et que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Donc
ça participe un peu de cette pluralité des points de vue dont on parlait plus tôt, hein, mais aussi voilà, de reconnaître que la réflexion ne prend pas toujours la forme d'un texte universitaire. Ça peut parfois être un extrait de journal intime. C'est un des textes qu'il y a dans la section des tours et que j'ai beaucoup aimé. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup tous les deux. Là, ça a été très intéressant, très enrichissant pour moi en tout cas. Je vous remercie vraiment de votre intervention. Voilà. Et Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci de nous avoir Ouais. invités. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et de notre côté, on va se retrouver dans 2 semaines pour parler d'un sujet, on l'a déjà un peu abordé, mais on va parler du post-apo, justement. Donc, purement de cette vision très fantasmée de l'effondrement, le post-apo. Ça sera le sujet de notre prochaine émission dans 2 semaines. Donc, je vous dis à très bientôt à tous et je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir.